Vendredi 29 décembre 2023, chers téléspectateurs, c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous dans ce journal en ce dernier vendredi de l'année 2023. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, la date des élections législatives et communales sera connue au début du mois de janvier. Selon le président de la CENI, aujourd'hui à Touamassn, le bureau permanent de la CENI va se réunir début janvier et des propositions seront faites au gouvernement selon les informations. Reportage de Cécile Vin et Aniana Martina. L'année 2024 marquera la fin du mandat des maires et des conseillers municipaux de toute l'île, ainsi que celui de tous les députés de Madagascar. Par conséquent, l'année 2024 sera l'année des élections pour que le peuple puisse exprimer à nouveau son choix. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de date précise pour l'élection des maires, des conseillers et des députés. La réunion du bureau permanent de la Commission électorale nationale indépendante, ou CENI, en janvier prochain déterminera ces dates. Un calendrier qu'ils enverront au gouvernement pour que ce dernier puisse émettre l'arrêté y afférent-tu. En marge de l'annonce du résultat de la présidentielle, au début de ce mois au siège de la CENI, le président de cette commission avait déjà souligné que ces deux scrutins se feront au plus tard au premier semestre de 2024. Il convient de rappeler que la dernière élection de maire et de conseillers municipaux à Madagascar s'est tenue le 27 novembre 2019 pour un mandat de 4 ans, tandis que le 27 mai 2019 avaient eu lieu les élections législatives pour un mandat de 5 ans. L'ancien député de Mahab, Ludovic Ravelson, dit Lev, a comparu aujourd'hui devant le tribunal. Pour rappel, Ludovic Ravelson est poursuivi pour complicité de meurtre en 2015 et il a nié les accusations portées contre lui selon son avocat. Lev a été libéré de la prison de Tiafa il y a 2 mois après avoir purgé sa peine. C'est Sylvain Enzar Hadjiansou. Aujourd'hui a été le 7e procès de l'ancien député Ludovic Ravelson, ou Lev, depuis 2014. Selon nos sources, il a été arrêté il y a 2 jours à Antananarivo et a fait l'objet d'une enquête au sein de la brigade criminelle à Noussi. Cette fois, Ludovic Ravelson est poursuivi pour complicité de meurtre. Son avocat a annoncé qu'il niait cette accusation. Il y a 2 mois, l'ancien député Lev a purgé sa peine de prison selon le document présenté par son avocat. Selon toujours ce dernier, cette accusation du député Lev peut avoir un lien avec les élections législatives de 2024. Quoi qu'il en soit, la sentence n'a pas encore été rendue. Page économique pour continuer, plus de 4 750 milliards d'ariars à travers l'exportation des ressources minières pour l'année 2023 ont été rapatriés. La réouverture du secteur minier, notamment l'octroi des permis miniers, l'ouverture de l'exportation de pierres précieuses et de l'or ont permis l'obtention de ce bon résultat. Cela a également contribué à la stabilité de l'ariar. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal. L'autorisation d'exploiter des ressources minières en 2022 a commencé par la mise en place des zones d'encadrement, c'est-à-dire le regroupement des petits mineurs dans un endroit pour qu'ils puissent exploiter. Plus de 200 zones d'encadrement ont été ouvertes jusqu'en novembre 2023. En outre, la valeur marchande des ressources minières a été fixée et alignée sur le niveau international. Les opérateurs qui œuvrent dans ce secteur sont désormais obligés de satisfaire un cahier de charges, s'acquitter des impôts et restituer les devises pour les exportateurs. Un guichet unique d'exportation a également été créé au sein du Mining Business Center d'Ivat, lieu où se rassemblent tous les bureaux s'occupant de l'exportation de pierres précieuses et d'or, comme la douane, la NOR, le laboratoire. Par ailleurs, le droit de sortie pour les ressources minières a été supprimé. Grâce à tous ces efforts, 83,65% des devises provenant de l'exportation des ressources minières ont été rapatriées jusqu'à présent, car les entrepreneurs ont encore 90 jours pour le faire, soit plus de 4 750 milliards d'ariars. Les recettes de l'exportation des produits miniers, qui sont de 5 679 milliards d'ariars, ont contribué à la stabilité de l'ariar. Concernant les préparatifs des fêtes, les salles de fêtes sont actuellement en pleine préparation pour accueillir les fêtes de fin d'année. Toutes les équipes travaillent ensemble pour satisfaire les clients afin que ce soit une soirée inoubliable pour accueillir la nouvelle année. Ruth Christelle Rakout-Malal sur les images de Yves Janel. Les espaces sont déjà décorés à 2 jours de la fin de l'année.
Les organisateurs sont tout à fait prêts à recevoir les clients, même si les réservations tardent encore par rapport à la même période de l'année dernière, a déclaré le gérant d'un espace de la capitale, Razavjati Baradou. Toutefois, cela n'empêche pas les organisateurs d'offrir le meilleur à leurs clients. Le prix d'un buffet varie actuellement entre 100 000 à 200 000 arrières, selon toujours les responsables, et les diverses animations sont comprises dans ce tarif. Toujours dans ce même sujet, 1200 personnes vulnérables dans la commune d'Ivat ont bénéficié d'aide pour fêter dans la joie la fin d'année et le nouvel an. C'est une initiative de la municipalité chaque année. Par ailleurs, le maire de la commune de Talatamati, avec son équipe, a également distribué des vivres aux habitants vulnérables de cette municipalité. Aujourd'hui, tout le monde mérite d'accueillir la nouvelle année dans la joie, selon leur déclaration. Ensuite, l'entraide entre tous les Malagas est importante pour le développement du pays. C'est également synonyme de patriotisme, déclare Franco Karim, un jeune œuvrant dans le domaine caritatif à Noussibé hier, lors de la distribution de cadeaux aux élèves et enseignants du CEG à Ndavakoutkou. Jean-Claude Radjiamalal nous en dit plus. Le développement du pays commence par la solidarité de la population et l'harmonie de la société, affirme Franco Karim, un jeune œuvrant dans le domaine social à Noussibé. Selon ce dernier, l'entraide entre Malagas est d'une grande importance. Par ailleurs, la culture malagasse doit également être restaurée, notamment le maintien du fiavanan et l'entraide pour pouvoir progresser comme d'autres pays qui ont progressé grâce au respect de leur culture, a-t-il déclaré. L'entraide, notamment en cette période de fête, est importante pour partager de la joie et du bonheur aux familles nécessiteuses. Et comme il le fait chaque année, Franco Karim Dizanjkil a choisi le CEG Ndavakoutkou pour ses actions sociales. Les professeurs FRAM, les meilleurs élèves de chaque classe et les 3 meilleurs élèves au cours du premier trimestre ont reçu chacun des cadeaux. Cela a été fait pour aider les parents des élèves et pour encourager les élèves à bien étudier selon les explications. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination États-Unis, c'est une nouvelle grosse embûche pour Donald Trump dans sa course vers le bureau ovale de la Maison-Blanche. L'État américain de Maine a annoncé jeudi qu'il ne figurait pas sur les bulletins de la primaire républicaine en vue de la présidentielle de 2024, une semaine après une décision similaire dans le Colorado en lien avec l'assaut du Capitole en 2021. Reportage sur les images de France 24. Donald Trump face à un nouvel obstacle dans sa course à la présidentielle. Le Maine a décidé de l'exclure de la primaire républicaine. La secrétaire démocrate de cet État du nord-est des États-Unis chargée de l'organisation des élections a jugé Donald Trump inapte à la fonction, estimant que l'assaut du Capitole en janvier 2021 a été commis sur ordre, en toute connaissance et avec le soutien du président sortant. Je suis consciente qu'aucun secrétaire d'État n'a jamais privé un candidat à la présidence de l'accès au scrutin sur la base de l'article 3 du 14e amendement. Cependant, je suis également consciente qu'aucun candidat à la présidence ne s'est jamais engagé dans une insurrection. Un nouveau revers pour Donald Trump, plus d'une semaine après avoir été déclaré inéligible dans le Colorado. L'ancien président a immédiatement annoncé sa volonté de contester la décision en justice, qualifiant la secrétaire démocrate du Maine de gauchiste radicale, en plus d'être une ardente partisane de Joe Biden. Nous assistons en direct à une tentative de vol d'une élection et à la privation du droit de vote de l'électeur américain. Ces décisions et l'avenir politique de Donald Trump pourraient faire l'objet d'un recours final devant la Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction du pays. Ensuite, le Mexique et les États-Unis ont convenu de renforcer leur collaboration pour s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et pour mettre fin à la traite des êtres humains. France 24. Sous un soleil de plomb, ces centaines de personnes, des femmes, des hommes et des enfants, originaires du Nicaragua, du Honduras ou du Venezuela, poursuivent leur périple vers les États-Unis. Plusieurs milliers de kilomètres de marche sans certitude d'atteindre leur objectif d'une vie meilleure. C'est difficile de faire ce voyage avec nos enfants et de le faire en vain. Très difficile.
Au même moment, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, était accueilli 800 km plus au nord dans la capitale mexicaine. Plusieurs heures de discussion, à l'issue desquelles les deux parties ont réaffirmé leur engagement partagé pour une mission ordonnée humanitaire et régulière. L'administration américaine a notamment proposé de financer 1300 postes de plus à la police des frontières. La question des points de passage légaux le long des 3000 km de frontières communes qui servent au transport de marchandises a également refait surface, alors qu'ils avaient été fermés au début du mois par les autorités américaines, dépassées par l'afflux de migrants. Le président mexicain a annoncé leur réouverture. Nous devons être attentifs à ce que les passages frontaliers ne soient pas fermés. Cet accord a été conclu. Les passages sont ouverts pour le chemin de fer et les ponts frontaliers afin de normaliser la situation. Nous avons également parlé de traiter les causes de la migration. Un sujet très sensible alors que le président Biden jouera sa réélection l'année prochaine et que Donald Trump, l'ancien locataire de la Maison-Blanche, cherche sa revanche dans les urnes et redouble déjà d'attaques face au camp démocrate. Le contexte est d'autant plus tendu qu'en l'absence d'un durcissement majeur de la politique d'immigration américaine, le Parti républicain s'oppose toujours au déblocage d'une aide pour l'Ukraine de 61 milliards de dollars. Et en Ukraine, après 2 ans de guerre, les militaires ukrainiens sont épuisés et la contre-offensive patine. Dans le Donbass, sur le terrain, les troupes attendent d'être remplacées par de nouvelles recrues, alors que la Russie continue de pilonner le pays et avance lentement au prix de pertes humaines très importantes. Par ailleurs, les aides à l'Ukraine des pays occidentaux ont également chuté ces derniers mois. France 24. Sur la ligne de front, ces soldats ukrainiens se déplacent péniblement entre la boue et les mines. En mai, la Russie avait pris la ville de Bakhmout à une dizaine de kilomètres. Depuis, les soldats de Kiev font face aux assauts incessants des forces russes. Ils attaquent sans cesse nos positions. C'est très dur pour notre infanterie. Ils continuent d'avancer, peu importe la météo et toute cette boue. Les champs sont couverts de leurs cadavres. Ces dernières semaines, la Russie a progressé dans le Donbass avec la prise revendiquée depuis lundi du village de Marinka, ou encore quelques gains territoriaux autour d'une autre place forte, Avdiivka. Une avancée au prix d'énormes pertes, 20 000 morts et blessés selon la partie ukrainienne. Plus au nord, dans la région de Tcherniv, ces soldats ukrainiens constatent aussi que les forces russes intensifient leurs efforts. Aujourd'hui, il y a 3 tirs de roquettes sur notre région et sur notre ville. Nous devons donc rester constamment sur nos gardes. Leur mission, détruire les drones iraniens Shahed utilisés par la Russie. Il y a très peu de temps pour dormir, car à chaque alarme, on doit sortir et surveiller les cibles qui volent vers notre ville. On doit défendre la ville. Malgré la volonté des soldats, la contre-offensive ukrainienne patine. Moscou contrôle plus de 17% du territoire ukrainien et parle d'un échec de l'Occident. L'Occident change vraiment de tactique. Et peut-être même envisage-t-il de clarifier sa stratégie. Car si la stratégie était la défaite de la Russie, alors cela a complètement échoué. Les États-Unis ont annoncé jeudi débloquer 250 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, mais le soutien occidental à Kiev est en perte de vitesse. Les aides engagées ont chuté de 90% entre août et octobre par rapport à 2022. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et nous vous souhaitons déjà de passer un excellent week-end. Au revoir.